Qu'est-ce qui se passe si demain le marché s'effondre? Il y a quand même un vrai risque et je tiens à le souligner. Prendre un emprunt pour investir, c'est pas aussi l'objet d'un crédit étudiant. Tu pourrais être interdit bancaire, non seulement si tu rembourses pas, mais aussi si tu utilises le prêt pour d'autres choses. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va dans une agence bancaire avec un banquier qui investit son crédit étudiant. C'est parti. Notre utilisateur anonyme a un patrimoine de 29 729 € brut, 9 729 € net. Donc là, on voit déjà qu'il y a 20 000 € d'emprunt et vous allez voir, l'emprunt, c'est un crédit étudiant. Donc c'est assez particulier. En termes de répartition, on est vraiment sur un profil plutôt dynamique, comme on dirait chez les conseillers patrimoniaux. 95% d'actions, le message il est clair, on voit que son graphique est écrasé littéralement par les actions. On va regarder ce qu'il y a dedans. Son profil, célibataire, 23 ans, en sortie d'alternance. Donc c'est son premier job a priori. Je suis conseiller client en banque et avec un salaire de 1 660 € par mois. On ne sait pas si c'est brut ou net, à vérifier. Mon objectif est d'être FIRE à l'âge de 30 ans avec 1 500 € de revenus passifs. Alors FIRE, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le mouvement FIRE? Voilà, très bien. Le mouvement FIRE, c'est quoi? Le principe, c'est tout simplement de dire qu'on veut être indépendant financièrement le plus rapidement possible. Donc, c'est Financial Independence Retire Early. Donc, c'est né aux États-Unis. D'ailleurs, la référence sur le FIRE, c'est Monsieur Moustache, Monsieur Money Moustache. Voilà, si vous voulez aller voir son blog qui est très sympa. Très axé Amérique, donc forcément un peu moins pertinent pour nous Français. Mais l'idée, c'est vraiment investir un maximum maintenant, peut-être même se priver un petit peu pour derrière être indépendant financièrement le plus vite possible et arrêter de travailler. Donc, toi, tu as envie d'arrêter de travailler a priori. À 30 ans. Ça fait 7 ans de travail. Il y a d'autres formes de FIRE, on en parlera. Le cash flow, on regarde tout de suite ton cash flow. Je vous rappelle que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Finari, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez construire un magnifique diagramme comme celui-ci, qui s'appelle un Sankey chart pour les puristes. Et donc, ça permet de ventiler les revenus d'un côté et les dépenses de l'autre. Donc, on voit le salaire, ça, il nous en a déjà parlé, 1660. Investissement mensuel, donc 500 €, ça, on va regarder, ça, c'est vraiment très important quand même. Je pense que c'est beau, 30% de taux d'épargne, c'est très conséquent. Logement, évidemment, il faut se loger. Loyer charge, alors le loyer est très faible, peut-être qu'il nous expliquera pourquoi. Je sais pas où il vit, peut-être en coloc, dans une petite ville, en tout cas c'est vraiment très attractif. Vie quotidienne, les courses, le loisir, le carburant, donc tu te déplaces en voiture. Les abonnements, rien de très choquant. Alors tu mets le prêt BPCE en abonnement. Ah oui, c'est parce que tu as un différé, tu dois peut-être payer quelque chose quand même. L'assurance, évidemment, bah oui, parce que l'assurance c'est un abonnement. Ça s'appelle autrement, mais l'assurance c'est le meilleur abonnement du monde parce que généralement l'assureur vous demande de l'argent et vous rembourse pas grand chose parce que la plupart des assurances, heureusement, on n'en aura jamais besoin. Allocation libre, du coup, tu restes t'as quand même une poche en plus. Donc là, on voit déjà, vu que son loyer est très faible, il a quand même une capacité d'épargne qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est top. C'est assez impressionnant. J'investis depuis octobre 2022 grâce à un prêt étudiant de 20 000 € contracté à 0,90% avec un différé de 4 ans et pour une durée de 4 ans. J'investis environ 500 € par mois avec mes revenus mensuels, plus DVA quand l'occasion se présente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire DVA? Je vais vous montrer ça. Je vous ai sorti un petit graphe parce que je trouve ça très sympa. Donc, on parle souvent du DCA, le Dollar Cost Averaging, donc ça veut dire que tous les mois on va investir la même somme sur une série d'actifs prédéfinis, donc par exemple 100 € sur le Bitcoin, 100 € sur le MSCI World, peu importe ce qui se passe. Le value averaging, c'est une approche un peu différente qui est peut-être un peu plus poussée. Ce tableau résume bien comment ça fonctionne. Au lieu d'investir le même montant, on va ajuster en fonction du prix de l'actif. Donc si le prix de l'actif monte, on va investir moins, et si le prix de l'actif baisse, on va investir plus que ce qu'on avait initialement prévu. Et donc l'idée, c'est que, in fine, on voit là la conclusion. Le value averaging est gagnant sur cet exemple-là, parce que en fait, là, on voit ici, c'est le prix de l'actif que l'utilisateur achète. On voit que c'est passé de 10 à 12,50. À 12,50, le value averager, il a réduit son achat, il a investi moins, il a qu'investi 750, là où le dollar cost average, lui, il a investi 1 000 € tous les mois, enfin 1 000 $. Et quand le prix a baissé à 8, on voit qu'ici, lui, il a triplé son investissement. Et donc, c'est ça, évidemment, qui lui permet de faire le gain supplémentaire. Donc, pourquoi pas, c'est intéressant. Ça demande un peu plus de calcul de votre part. Mais c'est vrai que ça permet de tirer profit des variations de marché. Sur du court terme, j'essaye de lancer des business en ligne afin d'accroître mes revenus pour augmenter mes investissements. Ah oui, mais ça, on l'oublie tout le temps. Enfin, on l'oublie, en tout cas, on n'en parle pas assez. C'est que la meilleure façon d'augmenter votre patrimoine, ça reste encore d'augmenter vos revenus. Donc évidemment, vos actifs, vos investissements peuvent travailler pour vous, d'augmenter vos revenus. Donc investir dans votre outil productif ou dans vos connaissances,
C'est un très bon investissement. Peut-être que tu vas nous dire ce que tu fais comme business, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Sur du plus long terme, j'envisage de faire de l'immobilier, lever de la dette pour achat, revente ou location. L'immobilier, c'est un peu la légende, tout le monde veut faire de l'immobilier, mais c'est pas si facile que ça. Il y a des avantages, notamment le levier. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients, on va les voir. Est-ce que mon objectif semble atteignable? Je rappelle que c'est 1 500 € par mois de revenus passifs à 30 ans, donc dans 7 ans. Et comment me lancer dans l'immobilier pour atteindre mon objectif plus rapidement? On se retrouve sur son profil Finari pour regarder son patrimoine. Donc 28 000 € patrimoine brut. Je rappelle que vous pouvez aussi voir le patrimoine net. Donc c'est le patrimoine brut moins les dettes, les passifs. On retrouve ici sa grosse allocation. D'ailleurs ici sur Finari, vous pouvez aussi voir un camembert si vous êtes plus fan de fromage et de visualisation graphique de ce type. On voit ses pertes, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Il est plutôt en plus-value sur beaucoup de choses. Il investit depuis mars 2023. En tout cas, il est sur Finari depuis mars 2023. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, je vais pas vous mentir, c'est l'emprunt. Donc on voit déjà que c'est un emprunt particulier parce qu'il y a un différé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne paye pas, il ne rembourse pas d'intérêt, en tout cas il ne rembourse pas de capital sur la période. Donc ici c'est un différé partiel. On voit qu'il ne rembourse actuellement pas de capital, donc il paye 19 € par mois. Il paye des intérêts. Il paye de l'assurance, différé partiel. On peut aussi avoir un différé total qui consiste à tout simplement ne rien payer pendant un certain temps. Et n'hésitez pas, si vous avez un crédit, à demander ça à votre banque. C'est pas très difficile à obtenir. Le différé partiel, en tout cas, c'est vraiment pas difficile. Vous venez d'acheter un bien locatif, vous dites, bon voilà, moi j'ai besoin de me constituer de la trésor pour lancer l'activité. Vous me donnez 6 mois, ils vont dire oui, généralement. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça vaut le coup de demander parce que ça vous donne de la marge de manœuvre. Donc ici, on voit que tu rembourses pas de capital, mais bon, ça va commencer à tomber en 2026. Donc on voit en août 2026, tu vas devoir commencer à rembourser 429 € par mois. On peut même aller dans l'emprunt si on veut vraiment le détail. 429 €. Le problème que je vois, c'est que tu as investi cette somme en bourse. Donc investir en bourse, c'est génial. Je pense que on a beaucoup parlé, c'est vraiment le moteur de performance clé dans un patrimoine. Par contre, le risque, c'est qu'en 2026, la banque, tous les mois, il va falloir rembourser 429 €. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain le marché s'effondre? Il y a un vrai risque, là. Il y a quand même un vrai risque et je tiens à le souligner. Prendre un emprunt pour investir, ça s'appelle faire du levier. C'est pas aussi l'objet d'un crédit étudiant, je tiens à le souligner. Donc, tu pourrais être interdit bancaire, non seulement si tu rembourses pas, mais aussi si tu utilises le prêt pour d'autres choses. Je connais plein de gens qui l'ont fait, notamment quelqu'un qui a acheté du Tesla avec son crédit étudiant. Ça a très bien marché pour lui, mais ça aurait pu aussi très mal marcher. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les 2 semaines, je sors un Finari Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance, SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres. On couvre tous les sujets. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main. On retourne à la vidéo. Donc, attention à ça. Il y a vraiment un risque ici. Surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tu as un livret. Alors, on ne sait pas quel type de livret c'est, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux prétendre au LEP, qui est un peu mon livret préféré parce que c'est le livret dont la banque vous parle jamais. Donc c'est quoi le LEP? Voilà, on va sur le site l'État. Donc déjà, qui peut l'ouvrir? Il faut avoir un revenu qui est relativement modeste. Donc il faut avoir un revenu maximal de 21 393 €, ce qui est ton cas en fait. Donc toi, tu peux prétendre à ce LEP. Pourquoi il est intéressant? Alors, il est intéressant parce que c'est très simple. Quelle est la rémunération du LEP? Boum, 6%. Donc toi, tu pourras faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. En fait, tu pourrais prendre ton crédit à 0,90 et le placer dans le LEP. Il y a un plafond, 10 000 €, donc tu pourrais placer la moitié dans le LEP et en fait, tu gagnerais 5,1% sans aucun risque. Ça semble l'arbitrage le plus simple de l'histoire quand même. Le reste, pourquoi pas l'investir dans les actions? Encore une fois, c'est pas l'objet du crédit, donc à toi de voir. Ça reste quand même dangereux. Maintenant, on va regarder ton portefeuille actions quand même. Ce qui est intéressant, c'est que tu es très exposé à la France. Vraiment, c'est très 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 français. Il y a du LVMH, il y a du Air Liquide, du L'Oréal. Bon, il y a des belles boîtes françaises, franchement. D'ailleurs, on voit que là, il y a une petite chute de tension dans le patrimoine. Je pense que c'est du LVMH parce qu'ils ont annoncé leurs résultats et c'était pas terrible. Et de façon générale, ils souffrent à cause du luxe, du ralentissement de l'économie chinoise. Donc le luxe est un peu à la peine en ce moment. Tu as des beaux dividendes déjà, tu vois. On projette 611 € sur 12 mois, ça c'est top. On voit que tu as plein de choses, on va regarder. Donc tu as ton PEA chez Bourso. D'ailleurs, ils viennent de changer de nom. Passer de Boursorama à Boursobank parce que de toute façon tout le monde les appelait Bourso a priori. Donc ça c'est très bien. Encore une fois, bon, je sais que j'aime beaucoup parler des ETF, qui consiste à acheter un panier d'actions comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq 100, le DAX, le FTSE. Il y a plein d'indices, le MSCI World évidemment. Maintenant, tu peux aussi faire du stock picking, pourquoi pas?
Surtout que là, tu le fais plutôt avec talent. Hein. On voit que tu t'en sors plutôt bien. Si on regarde tes perfs, alors là, on n'a pas les perfs, on a simplement l'évolution. Mais on voyait tout à l'heure que ici, tu vois, tu as plutôt des belles perfs, plus 12%, plus 15%. Pourquoi pas si tu as une stratégie très claire. Après, ça prend du temps. C'est à toi de voir si tu veux investir ce temps-là dans de la recherche, etc. Tu es quand même aussi exposé à des boîtes, puisque là, on voit que par exemple, LVMH, c'est 16% de ton patrimoine. Donc si LVMH chute ou si Air Liquide chute, ça a un impact assez fort. Si tu as un ETF, tu es beaucoup plus diversifié. Et tu pourras quand même être exposé à toutes ces boîtes-là. Ensuite, tu as un compte titre chez Trade Republic, dans lequel il y a beaucoup de boîtes américaines, a priori. Donc ça, c'est bien, parce que tu as investi dans les boîtes américaines avec ton compte titre, ce qui n'est pas possible avec un PEA. Et tu as pris les boîtes françaises, en l'occurrence, dans le PEA, pour avoir l'avantage fiscal. Je rappelle que vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value sur le PEA si vous le gardez plus de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, on voit qu'il y a plein de choses aussi. Realty Income, qui est une foncière cotée assez connue, qui paye du dividende. Et d'ailleurs, c'est eux, je pense, qui sont ton plus gros contributeur de dividendes. Voilà, après. Les boîtes américaines sont assez généreuses en dividendes et surtout, elles payent des dividendes qui sont trimestriels généralement. Les boîtes françaises payent un dividende annuel, en général. Hein. Mais bon, là, on voit que Realty, il paye tous les 3 mois. Avant de regarder si ton objectif est faisable, il y a encore un truc qui m'interpelle, c'est si je regarde ton patrimoine au global, je vois que tu as donc 2200 € dans des livrets. Ça veut dire que tu as en gros 1 mois et demi de dépenses de côté. On parle souvent du matelas de sécurité. Ce qu'on conseille généralement, c'est d'avoir au moins 3 mois de dépenses de côté sur un livret. Tu peux monter à 6 mois, pourquoi pas, ça dépend vraiment de votre sensibilité au risque. Mais là, c'est vrai que c'est un peu faible, donc ça mériterait peut-être d'être constitué, histoire d'avoir un petit backup, surtout le jour où il va falloir rembourser l'emprunt, ça pourrait te donner une piste. Et du coup, ton objectif, donc je rappelle, 1500 € de revenus passifs à 30 ans, donc dans 7 ans. Donc on a pris le simulateur Finari, lien dans la description, il est gratuit. On a pris ton patrimoine actuel, 100% en bourse, donc on a exclu les livrets et tout, pour être vraiment simple. On a dit que tu investissais, ce que tu investissais déjà maintenant, 500 € par mois, 6000 € par an, tout en bourse, parce que tu es quand même très très convaincu sur la bourse. On t'a donné, non pas 17, mais 7 années d'épargne, puisqu'il ne te reste plus longtemps. Le rendement de la bourse, c'est 8% par an, historiquement. Alors, est-ce que ça va faire moins, ça va faire plus? Je ne sais pas, personne ne le sait, mais en tout cas, historiquement, c'est ça. Donc, j'utilise ça. Le rendement autre ici, c'est pas très important parce que de toute façon, tu ne fais que ça. On t'a mis un taux d'imposition à 17,2 parce que d'ici 7 ans, tu n'auras pas atteint le plafond du PEA, 150 000 €. Donc, tu pourras bénéficier de l'avantage fiscal qu'il propose. Le taux de retrait, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle le withdrawal rate. Vous apprécierez l'accent en anglais, et donc c'est le taux de la vitesse à laquelle on va consommer son capital, parce que le FIRE, il consomme son capital, c'est-à-dire qu'il vend tous les mois des actifs, ou tous les 6 mois, ou peu importe, tous les ans, pour financer son train de vie. Oui, il touche des dividendes, évidemment, mais très peu de FIRE touchent assez de dividendes, assez de loyers pour couvrir leur train de vie, c'est très très rare. Taux d'inflation 3%, actuellement on est plutôt à 6, historiquement on était à 1, sur le long terme je pense qu'on sera plutôt à 3. Du coup, où est-ce qu'on en est ? Alors dans 7 ans, tu auras 282 € de revenus passifs, non pas de revenus passifs, mais tu pourras te verser un revenu passif de 282 € en consommant 4% de ton capital, puisque ton capital final sera de 84 000 €. Donc on voit que tu es très loin de l'objectif. Pourtant, tu as un très beau taux d'épargne, 30% on l'a dit. Tu prends du risque, 100% en bourse. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas assez de temps, tu n'as pas assez d'années. Donc là, on va mettre 17 années pour voir. Bon, on est encore loin. On va mettre 27 années. On va mettre 30 ans. Voilà, dans 30 ans, tu atteindras cet objectif, selon notre simulateur, évidemment, qui ne prédit pas l'avenir, mais en tout cas qui se base sur des rendements historiques. Maintenant, attention, dans ton cas, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que tu es au tout début de ta carrière. Tout début, tu es à 1600 € par mois. Donc si demain tu passes par exemple à 3000 € de revenus, ce qui ne semble pas impossible, tu bosses en banque, il y a beaucoup d'avantages à travailler en banque, il y a de l'épargne salariale, etc. Il y a des primes. Si tu arrives à garder ton cash flow qui était hyper intéressant avec un loyer très faible, tu peux garder même à taux d'épargne fixe. Donc on va dire que tu fais 900 €. Combien ça fait ça? 900 x 12, ça fait, bon allez, on va dire 10 000 € à la louche. Hein. Du coup, hop, on enlève, voilà, 23 ans. Donc ça, c'est juste en prenant en compte le fait que ton salaire va augmenter. Mais après, voilà, tu peux jouer avec le simulateur. Hein. Si tu augmentes, plus tu augmentes ton investissement mensuel, plus tu baisses. En tout cas, le faire en 7 ans avec tes revenus actuels, franchement, c'est impossible. D'ailleurs, le FIRE, et ça, il l'explique très bien, notre ami Monsieur Money Moustache, c'est la condition sine qua non, c'est d'avoir un revenu qui est quand même conséquent. Et donc la première chose qu'il dit à chaque fois, c'est augmenter d'abord votre revenu avant de parler de FIRE.
parce que c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre taux d'épargne. Donc plus vous augmentez votre revenu, plus vous allez avoir des chances d'être FIRE. Maintenant, sur ton autre question, est-ce qu'il faut faire de l'immobilier? Il y a quelque chose que je trouvais hyper intéressant, c'était est-ce que l'immobilier c'est vraiment mieux que la bourse? Alors il y a ce graphique qui date un petit peu du revenu, mais bon, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il montre les performances de plusieurs types d'actifs. Alors ignorez l'assurance vie en euros, le fonds euro, parce que depuis les rendements se sont effondrés, donc on n'est plus du tout d'actualité, c'est de 2018. Mais regardons l'immobilier, plus 402% en 30 ans, et les actions, donc sans dividendes réinvestis, 461%, avec dividendes réinvestis, 1352%. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des actions à dividendes. Ça veut simplement dire que quand vous touchez un dividende, comme notre ami le touche sur LVMH, Realty, etc., Total, il faut le réinvestir. Donc ça, c'est ce que fait automatiquement un ETF capitalisant, il réinvestit les dividendes. Un ETF distribuant, lui, il va vous les donner, ce sera à vous de le faire. Maintenant, quand vous touchez un dividende d'une entreprise, il va tomber sur votre PEA, typiquement, à vous de prendre l'argent et de le réinvestir. Et donc ça, c'est vraiment important parce que vous voyez que vous allez créer un effet boule de neige très très puissant. Là, attention aussi, c'est que l'augmentation des prix de l'immobilier. Ça ne prend pas en compte les loyers. Donc, est-ce que tu dois te lancer dans l'immobilier? L'immobilier, en fait, c'est pas très compatible avec le FIRE parce que, ou c'est pas hyper compatible avec le FIRE. Parce que le FIRE a une idée de liberté financière et donc de minimum d'effort. L'immobilier, ça demande du temps. Alors ça peut être très rentable, tu peux faire du levier, ça c'est top, et toi tu vas avoir une capacité d'emprunt qui va être intéressante une fois que tu auras remboursé ton crédit étudiant. Maintenant, ça prend du temps, donc est-ce que c'est la prochaine chose à faire? Je ne suis pas sûr. Je pense que la prochaine chose à faire, c'est de réfléchir à ta prise de risque par rapport à ton emprunt et ensuite de continuer sur ta trajectoire. Tu es super bien parti, tu as un taux d'épargne qui est top, tu as pris les bons réflexes. Continue sur cette voie et ça va carrément le faire. Maintenant, ça ne le fera pas d'ici 7 ans. Mais c'est pas très grave. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, je vous mets le formulaire dans la description, vous pouvez postuler. D'ici là, je vous souhaite des très bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!